Et avec nous pour ce club, Éric Revel. Bonjour Éric. Merci d'être avec nous, directeur de la revue L'Hémicycle. Catherine Tricot. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci également d'être la directrice de la revue Regard. On va parler avec vous des assises de l'antisémitisme. C'était lancé hier par le gouvernement. Objectif, provoquer un sursaut collectif alors que Gabriel Attal parle d'une déferlante d'actes antisémites. On va y revenir. Puis on va parler des européennes et de la majorité présidentielle qui veut relancer sa campagne. Grand meeting ce soir en présence de Gabriel Attal. Valérie Ayé peut-elle trouver un second souffle? C'est la question qu'on posera. Steve, on va vous demander le programme. Voilà, voilà le programme, on l'a étudié, on l'a épluché, on vous en parle dans un instant. C'est tout de suite. D'abord, on regarde l'actualité dans nos régions. L'actualité dans nos régions, c'est la flamme olympique qui va arriver demain en France, à Marseille, où on va retrouver Léo Purguet. Bonjour Léo, merci beaucoup d'être avec nous, président et directeur éditorial de la Marseillaise. Léo, on imagine que c'est l'effervescence à Marseille à 24 heures de l'arrivée de cette flamme olympique. On va en parler avec vous. Et d'abord, vous vous intéressez à ceux qui vont être dans l'ombre durant ces festivités, mais qui vont jouer un rôle essentiel. Absolument, on les appelle les petites mains de l'hôtellerie, de la restauration. On est allé à leur contact parce que le dispositif a été renforcé pour eux aussi, pour accueillir tout ce public qui va investir le Vieux-Port, toute la ville de Marseille pour accueillir cette flamme. On est donc allé les écouter, les chercher. Ils sont évidemment sur le pied de guerre pour pouvoir accueillir tout ce monde. Et ils témoignent d'un début de saison qui va être probablement très très fort à Marseille. Et Léo, évidemment, vous vous intéressez à ces travailleurs de l'ombre, ces petites mains, comme vous le dites, mais on imagine également qu'il y a un dispositif de sécurité exceptionnel qui va être déployé à Marseille. Absolument, encore plus conséquent que lors de la visite papale. Il y a 6000 membres des forces de sécurité qui vont être mobilisés. Il y en avait 4000 pour la venue du pape. Nous sommes allés écouter le briefing qui a été fait par le préfet de police Colliex. Et puis nous avons suivi aussi des opérations pour contribuer à assurer la sécurité du périmètre du Vieux-Port où va arriver la flamme, avec notamment 3000 bateaux qui ont été inspectés par des chiens renifleurs spécialistes des explosifs, et puis évidemment tous les points qui vont permettre un contrôle des participants. Merci Léo, merci beaucoup. Merci évidemment, on suivra cette arrivée de la flamme olympique à Marseille. Ce sera demain, arrivée du Bélem dans le Vieux-Port, la une de la Marseillaise. Très belle une, Marseille fière d'accueillir la flamme olympique. J-1, c'est à la une de la Marseillaise. Merci beaucoup Léo, merci d'avoir été avec nous. On va passer au thème de ce club. On commence par la lutte contre l'antisémitisme. Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Ce sont les mots hier soir, mots forts prononcés par le Premier ministre Gabriel Attal pour provoquer un sursaut collectif. Le gouvernement a lancé hier matin les assises de lutte contre l'antisémitisme. On regarde ce sujet d'Aurélien Romano. Ces assises de l'antisémitisme se tiennent en présence des cultes et des associations, mais sans aucun responsable politique pour éviter les interférences avec la campagne des européennes. Moment fort de cette rencontre, des témoignages projetés sur les écrans illustrant l'antisémitisme ordinaire et quotidien subi par des juifs parfois très jeunes en France. On m'a dit je veux pas être dans ta chambre en classe verte parce que t'es juive. En rentrant des cours, j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit ouais, il y a un mec qui m'a fait un seuil nazi tout à l'heure. Et puis ma mère m'a regardé, elle m'a dit mais pourquoi ? Déjà, depuis 7 octobre, j'ai changé mon prénom. Je m'appelle Christine, sur Uber, Des comportements d'évitement mesurés dans une étude IFOP Fondapol sur le regain d'antisémitisme depuis le 7 octobre. 86% des Français juifs craignent d'être davantage victimes. Et un Français juif sur 4 a subi au moins un acte antisémite depuis cette date. Tous les intervenants notent que les juifs français sont tenus comptables des actions d'Israël par certaines personnes. Il y a effectivement la haine d'Israël comme moteur, carburant du regain d'antisémitisme que nous constatons depuis le 7 octobre. Un antisémitisme particulièrement marqué dans une partie de la jeunesse. Selon l'étude, 35% des 18-24 ans estiment qu'il est justifié de s'en prendre à des juifs en raison de leur soutien à Israël.
Ces assises veulent tirer la sonnette d'alarme et proposer des mesures, notamment à l'école. C'est un point de départ, ces assises. Certains ont même dit un recommencement sur l'école, fortification aussi des décisions que nous prenons à la fois sur les moyens des forces de l'ordre, sur les moyens de Pharos, sur la question de la formation systématique des forces de l'ordre, des magistrats, des enseignants. Le grand rabbin de France a demandé à ce que l'antisémitisme devienne une grande cause nationale. Ces assises doivent se renouveler avec le monde politique cette fois-ci, après les élections européennes. Catherine, on a entendu ces témoignages édifiants qui ont eu lieu lors de ces assises. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'est devenu notre société? Alors, j'ai lu un peu l'enquête qui a été faite donc par l'IFOP. Je pense qu'il y a vraiment des phénomènes qui sont différents et qu'à regard, on est beaucoup en contact aussi avec une jeunesse étudiante et une jeunesse étudiante très mobilisée, en particulier dans le soutien à la lutte palestinienne. Ce que moi je me dis, c'est qu'il y a une partie, ce qu'on a entendu là, qui existe probablement, que moi je n'entends pas, et je ne crois pas d'ailleurs, l'enquête n'a pas l'air de dire qu'elle est très majoritaire. Elle s'exprime, mais il y a une très petite minorité de Français qui s'assument comme étant antisémites. En revanche, ce que je pense, c'est que l'idée de ce qu'est l'antisémitisme, son origine profonde, son ancrage dans l'histoire sur des siècles et des siècles, n'est pas du tout connu dans la jeunesse. Et sur un événement politique majeur comme celui que nous vivons, par exemple, les raisons de la création d'Israël sont des choses qui s'enfuient dans l'histoire et dans la mémoire. Elles sont dans la jeunesse, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que, par exemple, l'identification d'Israël à un État colonial, par la raison de ce qui s'est passé depuis 50 ans, domine très largement. Et on ne sait plus pourquoi il y a eu la création d'Israël. Ou si on le sait, on l'oublie. Enfin, je veux dire, ce n'est plus... il y a vraiment comme une essentialisation d'Israël autour de sa politique actuelle qui fait qu'elle est remise en cause. C'est-à-dire que l'idée que l'État d'Israël a une raison d'être qui est d'une certaine manière sacrée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être contestée, on peut contester la politique d'Israël, assurément, mais pas l'existence d'Israël. Ça, ce n'est pas acquis, ce n'est plus acquis. Et moi, il me semble que, si je disais un peu les choses comme je les ressens, c'est qu'il y a deux choses qui se sont passées. C'est et le tabou a été levé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tabou dans la société française, comme si la société française se sentait immunisée contre l'antisémitisme. Donc le tabou absolu a été levé, et parallèlement, l'histoire a été perdue et n'est plus racontée. Ou elle est racontée comme vous nous embêtez avec vous. C'est de la vieille salade, un peu comme la guerre de 14-18, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui s'enfonce et qui n'a plus de présence et qui n'est plus vivant. Éric. Moi, je trouve ce sondage extrêmement inquiétant. Notamment le dernier chiffre que vous avez produit, là, les 35% de jeunes qui considèrent que un soutien supposé ou actif à Israël justifierait des actes antisémites. Alors où je vous rejoins, c'est que en fait, oui, la jeunesse manque d'épaisseur historique. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ceux qui ont bloqué Sciences Po à Paris, pour ne parler que d'eux, qui disent il faut la Free Palestine de la rivière à la frontière, à la mer, c'est la négation totale de l'existence d'Israël, justement. Donc en fait, ils reprennent, à l'insu de leur plein gré, mais plus par ignorance, ils reprennent les arguments du Hamas, c'est-à-dire la destruction d'Israël. Donc il y a cette épaisseur historique, vous avez raison, qui est balayée, c'est-à-dire que tout vaut tout, etc. Mais il y a aussi, me semble-t-il, une responsabilité politique de certains mouvements d'extrême gauche en France qui attisent cette idée. Parce que quand vous dites le soutien supposé ou effectif à Israël justifierait des actes antisémites qui explosent en France, puisque hier soir le Premier ministre était au dîner du CRIF, ça veut dire en réalité en creux que l'antisionisme justifierait l'antisémitisme. Parce que si vous êtes pour la destruction d'Israël,
eh bien, vous êtes par définition un antisémite. Donc moi, je trouve ça extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer en France. La négation de l'existence d'Israël. Je rappelle, Israël, c'est l'équivalent de 2 départements français. Hein. C'est un petit pays dans un océan de pays arabes. Et quand vous regardez, l'offensive ou pas des Israéliens après la demande de cessez-le-feu du Hamas à Rafah, à Gaza, en fait, vous apercevez qu'il y a très peu, pour dire aucun pays arabe, qui ne soutient en réalité la cause palestinienne. Comme d'ailleurs la colère à géométrie variable des étudiants de Sciences Po, cette colère ne s'intéresse pas au sort des Ouïghours, par exemple, puisque le président chinois est en France, ne s'intéresse pas à ce que les Russes ont fait. Les Ouïghours, je rappelle que ce sont des musulmans sunnites. Vous voyez, donc en fait, il y a la remise en cause, à mon sens, dans ces mouvements de colère, même si... lorsqu'on est étudiant et lorsqu'on est à Sciences Po, on devrait débattre de tous les sujets. Il y a cette remise en cause sous-jacente de l'État d'Israël. Donc oui, l'antisionisme devient l'antisémitisme. Oui, moi c'est exactement ce que je disais. Je pense que les raisons profondes de la création de l'État d'Israël ne sont plus acquises. Dans la jeunesse, dans une partie de la jeunesse, pas toute la jeunesse, mais il y a une grande partie qui s'en fiche complètement aussi, je veux dire, c'est pas son sujet. Mais celle qui s'interroge sur la question, je pense que ce n'est plus acquis et je pense que ce qui se passe depuis 50 ans contribue aussi à cette déstabilisation. C'est pour ça qu'il faut revenir à l'histoire plus profonde pour rejustifier la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire à la Shoah. Et j'ajoute un deuxième point, c'est que je pense, comme vous l'avez dit, que beaucoup de gens se désintéressent de la Palestine, c'est-à-dire que vous avez raison de dire que les pays arabes, en fait, ne se sont quand même pas beaucoup mobilisés pour la Palestine, mais... dans la Palestine, dans les Palestiniens, il y a aussi tous les réfugiés. Et je pense que dans les questions qui sont aussi au cœur de l'inquiétude, c'est qu'en fait, ce sont des millions de personnes qui vivent dans des camps sans aucun droit citoyen, sans accès à la vie normale. Et cette question qui est en fait résultante de ce qui s'est passé dans le cours de l'histoire doit absolument être traitée. C'est-à-dire qu'il faut rejustifier la question, la création d'Israël, il faut traiter la question des réfugiés palestiniens et il faut trouver une solution politique de fond sur le conflit actuel. Sur les chiffres donnés hier soir par Gabriel Attal lors du dîner du CRIF, qui sont des chiffres alarmants sur les 3 premiers mois de l'année 2024, 366 faits antisémites, une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. Le gouvernement espère un sursaut collectif. Est-ce qu'il peut avoir lieu, selon vous, Éric Revel ? Bon, en tout cas, je veux dire, même s'il faut saluer l'initiative des assises contre l'antisémitisme, j'aime beaucoup l'enthousiasme d'Aurore Berger, si vous voulez, mais c'est pas ça qui changera. Vous savez, les Grenelles, les assises, on en a à revendre. Bon, en revanche, ce qui est affolant quand même, et le témoignage qui a été diffusé tout à l'heure et le montre, c'est cette petite fille de 8 ans qui va en classe verte, elle témoigne de dos et qui dit, à ce moment-là, ma copine me dit « Je ne partagerai pas la même chambre que toi parce que tu es juive ». Bon, on connaissait l'explosion de l'antisémitisme en France. Le Premier ministre a donné les chiffres sur le premier trimestre. Sur l'année, on doit être à 1600 ou à 1700, on doit être à plus 300%. Enfin, tous ces chiffres sont affolants. Mais ce qui est terrifiant, si vous voulez, c'est que quand une gamine de 8 ans dit à sa copine de 8 ans « Je ne partagerai pas ma chambre avec toi parce que tu es juive », ça dit beaucoup sur, pardonnez-moi, le milieu familial dans lequel la première fille antisémite à l'insu de son plein gré dit ça à sa copine. Donc en fait, vous voyez que ça infuse les tréfonds de la société française depuis le pogrom du 7 octobre, depuis aussi les massacres qui sont perpétués à Gaza pour éradiquer le Hamas. Netanyahou, évidemment, devra rendre des comptes à un moment donné ou un autre, mais ça en dit beaucoup, à mon avis, sur cette espèce d'antisémitisme. Et puis quand vous regardez, sans vouloir... moi, je suis pas historien, mais vous avez un certain nombre de faits... une misère sociale, des difficultés, un contexte géopolitique mouvant, un antisémitisme qui explose, qui nous rapproche d'une période terrible, qui est celle de 1938, 1939. Est-ce qu'on n'est pas... Enfin, on peut se poser la question, parce qu'un antisémitisme à visage découvert comme celui-ci, une petite fille de 8 ans qui dit à sa copine « Je ne partagerai pas cette chambre avec toi », moi je trouve ça terrifiant.
Un mot, puis après on va parler de les responsabilités politiques, puisque Gabriel Attal les a pointées hier. Catherine, vous voulez réagir sur ce que vient de dire Éric d'abord? Oui, non, mais ce que je pense, c'est que il y a quelque chose qui se diffuse, et je crois que on devrait quand même être inquiet d'un racisme. C'est-à-dire que je pense qu'il y a l'antisémitisme, et puis il y a aussi toute une partie de la population qui considère qu'elle est elle-même victime de racisme, toutes sortes de racisme. Hein. Quand on est noir, quand on est un jeune homme noir, c'est pas hyper facile. Quand on est arabe ou musulman, c'est pas une femme avec le voile, c'est pas hyper facile. C'est-à-dire que ce que je note aussi, c'est qu'il y a lieu véritablement, pour les raisons historiques que l'on connaît, c'est-à-dire cet ancrage, c'est quand même des siècles d'antisémitisme qui ont façonné notre histoire européenne. Donc il y a lieu de le prendre très au sérieux, parce que pour l'éradiquer, c'est pas des assises d'un jour, c'est un travail en profondeur. Mais je pense qu'on a un travail sur le racisme d'une façon générale à reprendre, et à ne pas laisser ceux qui sont victimes d'autres formes de racisme seuls avec les souffrances qui sont les leurs. Gabriel Attal, qui était donc hier soir au dîner du CRIF et qui a pointé des responsabilités politiques dans cette montée de l'antisémitisme. On va l'écouter. J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Est-ce qu'il y a une responsabilité de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est de lui dont parle Gabriel Attal, Catherine? Moi, je pense que dans l'étude de la Fondapol et de l'IFOP, ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est l'expression de la souffrance dont témoignent les Juifs, de s'être sentis seuls et pas considérés. Et ça, pour ce qui concerne la gauche, en tout cas, je pense que la France insoumise n'a pas compris ce que les Juifs de France, notamment, ont ressenti quand il y a eu cette attaque. C'est-à-dire qu'ils ont inscrit leurs propos dans une réflexion qui est un peu froide, c'est-à-dire leur soutien à la lutte des Palestiniens. Ils n'ont pas mesuré à quel point, en ne reconnaissant pas clairement le caractère terroriste et en ne prenant pas la part de la douleur que ressentaient les Juifs de France dans cette affaire, je crois qu'ils ont aggravé cette douleur et qu'ils se sont coupés d'une partie d'une population qui, normalement, parce que les Juifs de France ne sont pas plus opposés aux Palestiniens par nature que les autres, qui normalement devraient entendre cette revendication juste qu'il y ait deux États et que ce qui se passe dans la région doit être résolu sur le fond une fois pour toutes. Éric. Moi, je serais plus tranché que ma chère consoeur, si vous voulez, qui use de féminisme, qui a un discours un peu alambiqué, qui tournoie dans les virages, parce que c'est quand même une partie de la gauche, qu'on appelle extrême, qui est mise en cause. Oui, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale, la façon dont LFI, parfois, ses représentants, avec des tweets jouant sur les mots, la présidente de l'Assemblée nationale a campé à Tel Aviv. Alors, je sais que Mélenchon a voulu s'expliquer. Donc, en fait, évidemment que la France insoumise a mis de l'huile sur le feu. C'est pas une attaque, Catherine, le 7 octobre, c'est un pogrom. Le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, c'est un mouvement terroriste. Donc il faut dire les choses, sinon on rajoute au malheur du monde, suivant la formule. Mais la France insoumise, oui, et pourquoi tout ça? Pour essayer d'agglutiner un petit butin électoral, pour essayer de mettre de son côté le vote de la communauté musulmane. On verra ce qu'il en est aux européennes notamment. Mélenchon a obtenu 69% du vote musulman à l'élection présidentielle. Eh bien, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est extrêmement dangereux? Parce que l'attaque qu'a subie sur son territoire, c'est une forme de 11 septembre pour l'État d'Israël, ce qui s'est passé le 7 octobre. En fait, non seulement c'est pas une attaque, c'est un pogrom, mais en plus dans une société comme la nôtre, qui est déjà tellement fracturée, tellement communautarisée, rajouter
et en ne nommant pas correctement ce qui s'est passé le 7 octobre, je vais vous dire, et beaucoup de gens se sont fait de la réflexion, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, mais est-ce qu'un député de la République française peut dire de telles choses, écrire de telles choses, laisser entendre de telles choses? Est-ce qu'on est digne d'être un député de la République française? C'est la question que beaucoup de gens se sont posées. Alors, stratégie électorale ou pas, moi je trouve quand même que c'est scandaleux. Alors Jean-Luc Mélenchon n'est plus député de la République française, ça n'excuse pas, ça ne lui donne pas la liberté. Non, ça ne lui donne pas la liberté de dire n'importe quoi. Il le regrette. Je suis tout à fait d'accord que ça ne lui donne pas... Mais c'est le leader de la France Insoumise, dont parlait le Premier ministre. Alors, je vais vous dire deux choses. C'est-à-dire que je trouve extrêmement choquant et scandaleux les propos de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez rappelé celui à propos de Yael Braun-Pivet, et moi je dois dire que je n'ai pas avalé la comparaison qu'il a faite entre Eichmann et le président de l'université. Il y avait ça aussi, vous avez raison. Non, mais ce sont des glissements qui, plus que font de la confusion, accompagnent ces dérives. Donc, c'est une très grande faute politique, morale, totalement condamnable et inacceptable. Mais la deuxième chose que je considère dans la suite de mon propos de tout à l'heure, c'est que Jean-Luc Mélenchon a l'oreille d'une partie de la jeunesse et qu'il n'argumente pas. Par exemple, vous lui dites, on l'accuse d'antisémitisme, il répond « moi, antisémite », et il n'argumente pas. Il faut argumenter, il faut dire pourquoi l'antisémitisme est quelque chose d'extrêmement profond dans notre histoire et pourquoi il faut absolument s'y opposer. C'est-à-dire que les capacités pédagogiques d'explication qui sont connues à Jean-Luc Mélenchon les a. Il ne les mobilise pas en ce moment pour permettre que revienne la raison et que s'éradique l'expression d'un antisémitisme, souvent par ignorance, qui peut commencer à proliférer. Et son travail pédagogique pour s'opposer à raison à l'islamophobie doit être mobilisé pour s'empêcher, pour contrer la montée de l'antisémitisme. Et je crois qu'il n'en a pas conscience et qu'il ne fait pas ce travail. Un mot, Eric, après on parle des Européennes. Mais je rappelle quand même que le mot islamophobie, il a été mis dans le lexique national par les frères musulmans. C'est une création des frères musulmans. Le mot islamophobie, dont beaucoup de gens se sont emparés, notamment à l'extrême gauche. Mais là, vous savez, Rosa Luxembourg avait écrit un livre que ma génération a en mémoire, c'était l'impérialisme, stade ultime du capitalisme. Eh bien, aujourd'hui, on a passé, à mon sens, un nouveau degré dans l'antisémitisme, puisqu'il y a toute une partie du discours d'extrême gauche qui consiste à nazifier Israël et les Juifs, à nazifier. C'est-à-dire que pour eux, ce qui se passerait à Gaza serait digne des nazis. Comment peut-on employer de tels termes ou faire peser un tel contexte lorsqu'on parle des Juifs qui ont été victimes de la Shoah par les nazis? Et lisez avec beaucoup de bénéfices, je pense, même si c'est un avocat engagé dans la défense d'Israël, l'interview de Franz-Olivier Gisbert dans la revue des Deux Mondes, qui fait une interview de Golnadel, Gilles William Golnadel, où il parle de la nazification. Vous allez voir que c'est édifiant également. On va parler des européennes pour terminer. Ça y est, Steve, on connaît le programme de la majorité présidentielle pour les européennes. Vous l'avez étudié. Il est là, le programme. Ça y est, Valérie Ayé a donné rendez-vous à la presse hier à Paris, dans la foulée de l'officialisation vendredi des 30 premiers noms des candidats de la majorité aux européennes. Elle annonce un programme qu'elle décrit comme ambitieux. Vous avez aimé les 5 dernières années. Vous allez aimer la suite. Écoutez-la. C'est un programme ambitieux pour faire que l'Europe ne meure pas. Et pour mettre en place ce programme, j'ai envie de dire que notre bilan parle pour nous. Notre bilan parle pour nous. La réforme du travail détaché, le salaire minimum européen, nous l'avions promis, nous l'avons fait. Le plan de relance européen, les 750 milliards d'euros, pour ne pas reproduire les erreurs du passé, nous avons convaincu et nous l'avons fait. Le pacte vert pour offrir un avenir à nos enfants. Le pacte asile et migration pour mieux contrôler nos frontières. La régulation des géants numériques, tout ça, on l'a promis en 2019 et on l'a fait. Donnez-nous le programme. 48 propositions au total. L'ensemble vise à répondre à 3 risques majeurs selon Valérie Ayé. Risque sécuritaire, risque migratoire, risque climatique. En matière de défense, la majorité souhaite par exemple investir 100 milliards d'euros au niveau européen. Elle demande aussi à ce que le budget de défense de chaque État soit augmenté pour atteindre les 2% du PIB d'ici à 2025, 3% d'ici à 2030. En matière environnementale, Valérie Ayé propose d'investir
investir 1000 milliards d'euros autour d'un plan intitulé Plan Europe 2030. Ce plan sera financé sur des fonds publics et des fonds privés et viendra compléter le pacte vert déjà adopté. Parmi les objectifs affichés, la production de 10 millions de véhicules propres en Europe ou encore le lancement d'un avion vert européen. Oriane. Il y a un volet du programme sur les valeurs. Le volet démocratie du programme Valérie Ayé, c'est un projet qui s'inscrit en opposition au nationalisme de la région. Écoutez. On doit sortir d'une forme de naïveté. On a commencé à en sortir et il faut qu'on puisse avancer. On ne peut pas rester le seul grand ensemble économique du monde à refuser de se protéger. Donc on a commencé à changer ce logiciel, mais on va accélérer dans le mandat qui vient. Et puis on porte évidemment l'ambition d'une Europe puissante qui respecte nos valeurs face à des projets européens de société qui sont vraiment différents des nôtres. Je pense au projet européen de Viktor Orban, de Giorgia Meloni, de l'extrême droite, ici en France, qui est un projet de division de nos sociétés. Dans le programme, c'est à moi. Dans le programme, on trouve notamment la déclinaison européenne de ce qui est déjà fait en France, comme l'inscription de l'IVG dans la Charte européenne des droits fondamentaux, ou encore la création d'un pass culture européen. Valérie Ayé propose aussi un bouclier, entre guillemets, bouclier démocratique contre les ingérences étrangères, qui passerait par exemple par l'interdiction des financements extra-européens des partis politiques. Emmanuel Macron l'avait annoncé, Valérie Ayé le confirme, la majorité présidentielle souhaite aussi instaurer des listes transnationales pour les élections européennes. Pas de précision concernant un éventuel élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine ou à la Moldavie. Le camp présidentiel affirme que c'est toujours d'actualité, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, on a demandé le programme, on l'a eu. Éric, on a eu la liste, on a eu le programme. Ce soir, il y a un grand meeting qui est prévu en présence notamment de Gabriel Attal. Est-ce que Valérie Ayé peut vraiment relancer sa campagne ? Écoutez, moi, je vais commencer par une gentillesse. Je suis très admiratif de Valérie Ayé. Très admiratif parce qu'il lui faut beaucoup de courage dans la situation dans laquelle se trouve et sa liste et la politique macroniste en général. Donc, je le dis, mais c'est pas seulement ironique. Hein, quand j'ai dit qu'elle a beaucoup de courage, c'est que personne ne voulait y aller. Donc, elle a été désignée d'office, vous voyez. Enfin, j'exagère, mais à peine. D'ailleurs, on sent dans le ton qu'elle a, hein, je trouve que elle n'y croit pas. Bon, le bilan, on pourrait en parler, mais parlons des propositions. C'est une conférence de presse, donc il n'y a pas... Oui, voilà, mais je suis d'accord. Mais, bon. Si vous voulez... Bon, elle essaie de reprendre le fil du discours de la Sorbonne du 25 avril du chef de l'État. Un discours prononcé un vendredi à 11h30 dont une grande majorité des Français ignorent même qu'il a été prononcé. Vous voyez, c'est fantastique. Donc elle reprend l'idée, la petite phrase, pour que l'Europe ne meure pas. Bon, très bien, elle est cohérente avec le discours du président et elle tire la pelote. Mais pour le reste, pardonnez-moi, je vais prendre un exemple, parce que les 1000 milliards d'euros financés sur fonds publics et sur fonds privés, enfin, bon, tout ça sont des vœux pieux. Bon, c'est un programme, malheureusement, on ne discute pas suffisamment de choses européennes. Mais je vais prendre un exemple. Elle annonce 10 millions de voitures propres à l'échéance 2000 des poussières, parce qu'en 2035, en 2035, les moteurs thermiques seront rayés de la carte. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'hier a été signé en France, avec la plateforme automobile de Luc Châtel, qui représente les constructeurs français, un objectif de 800 000 véhicules d'ici 2027 de voitures électriques. 800 000. Dans 3 ans. On n'en a fait que 300 000 l'année dernière. Bon. Déjà, on sait qu'on aura beaucoup de mal à le faire en France. Pourquoi ? Parce que les bonus écologiques, l'État est plus capable de les financer vu que les caisses sont vides. Ça sera 1,5 milliard d'euros au maximum. Je ne parle même pas de la question du branchement électrique. Donc, en fait, rien que sur cette proposition, en fait, on voit que c'est bon. Et puis, lancer des idées à destination de l'Europe, on a plein de partenaires en Europe, vous voyez. Donc, oui, je lui trouve un certain courage à Valérie. Voilà. Catherine, apparemment, il y a du monde. Elle a trouvé courageuse de venir défendre son bilan, parce qu'elle nous fait état d'un bilan qui n'est quand même pas... Enfin, quand elle parle des travailleurs détachés, le seul pays qui s'est opposé en Europe à ce que les travailleurs détachés, c'est-à-dire en fait les travailleurs des plateformes, c'est-à-dire le garçon qui vous apporte des cours de chez Deliveroo ou qui vous en transporte en Uber, le seul pays en Europe qui s'y est opposé, c'est la France. Non mais quand même,
enfin, je veux dire, on s'étrangle quand on entend ça. C'est-à-dire qu'elle ment, mais absolument. Mais c'est souvent, enfin, je veux dire, la Macronie a tendance à nous raconter une autre histoire. Le monde va bien, la France va, enfin, pas le monde va bien. La France va bien dans un monde en danger. Voilà. Et on progresse, on s'enrichit, on se réindustrialise, etc., etc. Mais je ne sais pas je sais pas dans quel monde ils vivent. Là, ils nous parlent, par exemple, de la question. Pardon. Non, allez-y, Catherine, il vous reste 20 secondes, allez-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est l'écart entre ce qu'ils nous racontent et ce que les Français vivent et le fait qu'ils sont inscrits en même temps dans une politique. Et le fait d'avoir mis le président sur leur programme, je ne sais pas si c'est la meilleure idée, parce que du coup, ils alimentent le côté, on va lui raconter notre façon de voir. L'écart, juste, je rappelle qu'aux dernières élections européennes, la liste de Bardella avait devancé celle de Nathalie Loiseau, qui est aujourd'hui porte-parole d'1 point. Ouais. Là, on est à 15 points sur les sondages. Et puis, dernière chose, courage aussi de Valérie Hayé d'être en photo sur la profession de foi ou sur le programme avec le président de la République. Parce qu'en réalité, ce qui risque de se transformer à ces élections de mi-mandat, c'est d'avoir un référendum pour ou anti-Macron. Vous voyez, c'est un risque énorme. Ils ont dû mesurer leur risque, mais ils doivent penser que c'est le seul réservoir, c'est d'essayer de remobiliser leur électorat. Mais le problème, c'est qu'ils ont un peu de mal parce qu'il a aussi pas mal perturber l'électorat. Et on parlera évidemment de cette campagne avec vous d'ici le 9 juin, jour des élections. On regarde d'abord ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux. Steve, Marseille, centre du monde. C'est en tout cas ce que disent les Marseillais, ce que nous dit Benoît Payan, maire de Marseille, en une de la Provence aujourd'hui. Demain mercredi, la flamme olympique arrivera dans la ville. C'est là que le 3 mâts Belém viendra s'amarrer après 12 jours de traversée depuis la Grèce. Pour l'occasion, des supporters de l'OM se mobilisent pour l'événement dans la Provence. Benoît Payan se dit très fier de toute cette effervescence. 2 ans de trop dans les prisons iraniennes. C'est à la une de l'Alsace aujourd'hui. Le journal montre la photo de Cécile Kohler, cette enseignante alsacienne détenue depuis 2 ans dans une prison en Iran. Sa famille n'a plus de contact avec elle depuis presque 1 mois. Les conditions de sa détention arbitraire inquiètent. Elle est enfermée dans un quartier de haute sécurité. Cécile Kohler et les autres détenus français en Iran sont qualifiés par le Quai d'Orsay d'otages d'État. Les blocages continuent dans certaines universités. 150 étudiants ont bloqué hier l'accès du campus Sciences Po Reims en soutien à Gaza. C'est à la une de l'Union ce matin. Des examens d'économie étaient prévus, mais des manifestants regroupés devant un barrage constitués de bacs à ordures ont empêché les étudiants d'entrer dans l'établissement. Les partiels ont donc été reportés par la direction. Selon le journal L'Union, les manifestants représentent 10% du total des effectifs du campus qui compte 1600 élèves. Beaucoup de nos quotidiens régionaux ce matin sur la disparition d'un monstre de la télé. Hommage unanime aujourd'hui dans la presse à Bernard Pivot, mort hier à l'âge de 89 ans. Point final, titre la Dépêche du Midi qui revient sur la carrière de celui qui a fait lire des millions de Français. Le Dauphiné libéré fait aussi sa une sur celui qui a été surnommé le roi Lyre, portrait d'un épicurien qui aimait les mots, qui aimait le bon vin. Il était originaire de Lyon. Bernard Pivot, Le Progrès lui rend un hommage appuyé aujourd'hui. Il était l'homme livre, titre le quotidien. Le Télégramme aussi une belle photo de Bernard Pivot en une. L'homme qui aimait les mots, c'est la une du quotidien breton. Ouais, très bel hommage de la presse régionale à Bernard Pivot. Merci beaucoup Steve. La une de Regard, Catherine, les européennes. Et si on évitait la catastrophe? Oui, avec une catastrophe double, politique et pratique, c'est-à-dire là on a représenté l'Europe entourée de barbelés. C'est à lire dans la revue Regard. La une de l'hémicycle Summer of Love. C'est à la une de l'hémicycle, Eric. Absolument, avec cette une cocasse où on voit le populisme croître un peu partout en Europe. Les scores annoncés pour Bardella et Marine, vous voyez, Le Pen qui a des petits cœurs, avec une interview très intéressante du président du Sénat, Gérard Larcher. Et c'est à dire dans l'hémicycle. Et votre livre, on le voit, Le Tirailleur inconnu. Merci beaucoup. Merci Eric Revel. Merci Catherine Tricot. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Thomas Hugues pour Sens Public. Très bonne journée. La presse